Alors, suite de la vidéo du pas vers l'auto-guérison avec l'oracle des contes de fées. Voilà la seconde partie. Donc, je vais poursuivre. Hop. Donc là, eh bien, on est sur l'unification, le lien entre notre énergie yin et notre énergie yang, vers quoi ça va nous amener. Donc ça va nous amener cette harmonisation de notre énergie yin et yang à la libération, avec réponse. Alors, vous vous sentez actuellement emprisonné dans une situation, isolé, retiré du monde. Peut-être l'avez-vous accepté pendant un certain temps, mais vous avez récemment eu une nouvelle prise de conscience sur ce qui se trouve derrière les murs de votre tour. Ces murs que vous avez bâtis pour vous protéger et vous abriter, mais dont vous êtes en quelque sorte devenu prisonnier. Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand on vous lisa. Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand on vous a délibérément isolé des autres et que vous n'étiez pas libre de faire vos choix. Sachez que la tour dans laquelle vous vivez ne s'écroulera pas toute seule. Il vous faudra beaucoup de force et de détermination pour vous libérer. Et c'est quelque chose que vous devez accomplir par vous-même. Vous pouvez partir. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez arrêter de vous accrocher. Cela dépend avant tout de votre croyance que vous pouvez et que vous méritez de vivre une vie plus risquée et plus libre, avec toutes les possibilités que vous offre l'inconnu. Cette carte peut aussi apparaître aux gens qui se sont tellement protégés qu'ils en sont presque devenus agoraphobes et qu'ils ont bâti de toute leur force une épaisse muraille autour d'eux. Ils sont inatteignables, mais ils sont aussi très seuls, n'ayant jamais pour compagnie que l'unique personne qui a accès à eux. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde extérieur, les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites mais extrêmement sûres dans lesquelles vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe. Seul un autre extrêmement puissant a pu vous influencer. Et vous avez à présent besoin de regards neufs et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Le royaume de la tour est déjà derrière vous, dans vos pensées. C'est à vous maintenant de lancer, ou non, votre chevelure pour vous libérer. Dans le conte, c'est son prince charmant qui lui demande de lancer la chevelure. Et donc c'est vrai que maintenant on a atteint notre complétude, en plus on a le 2, notre énergie yin et yang, donc on est complet, et on a peut-être maintenant envie de, avec cette nouvelle force en soi, on a envie d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe, d'être réellement qui on est, d'agir réellement. Bon, j'ai branché, j'ai un problème maintenant de... Alors, 7, toujours pareil. Donc, on veut bien s'en sortir de cette tour, mais voilà, on est un petit peu coincé. 7, la petite sirène. Alors. Je vais te préparer un breuvage avec lequel tu nageras avant le lever du jour jusqu'à la nuit, jusqu'à la côte. Et là aussi, là, assise sur la grève, tu le boiras. Alors ta queue se divisera et rétrécira jusqu'à devenir ce que les hommes appellent des jambes. Et tu auras très mal, tu souffriras comme si la lame d'une épée te traversait. Tu garderas ta démarche ailée, mais chaque pas que tu feras sera comme si tu marchais sur un couteau effilé qui ferait couler ton sang. Si tu supportes tout cela, je t'aiderai. Si cette carte se présente à vous, il y a de grandes chances que vous soyez en train d'envisager un énorme sacrifice.
Tout d'abord, vous restreignez votre vraie voix et vous ne parlez plus avec votre cœur de ce que vous ressentez vraiment, afin de paraître plus acceptable ou d'éviter des conflits. Deuxièmement, vous fermez les yeux sur la profondeur de vos émotions et vous faites tout votre possible pour vous adapter à un environnement qui est terriblement inconfortable pour vous. Ça n'est presque douloureux et il est clair que vous êtes mal à l'aise, gauche et empâté dans ce lieu trop étroit. Cette carte vous incite à vous demander pourquoi vous sacrifiez autant de votre être véritable pour essayer de vous faire accepter. Donc là, c'est à la tour aussi qu'on s'est mis, hein, là, un peu. Il se peut aussi qu'elle soit venue pour vous parler au moment où vous envisagez de modifier votre visage ou votre corps via des interventions chirurgicales dans le but d'être plus attirant aux yeux d'un amour ou d'un potentiel amour. Vous avez tellement à faire pour apprendre à vous accepter que, comme vous êtes, et comprendre que le chemin que vous empruntez qui implique tant de sacrifices et apporte tant de douleur ne vous mènera pas au bonheur, mais à la souffrance et à l'extinction de votre âme. Réfléchissez, s'il vous plaît, aux changements que vous êtes en train d'opérer et aux raisons qui vous poussent à les faire, avant de tomber dans cette folie du désir. Personne ne vous a demandé de changer. C'est votre choix, ce sont vos actes. Et si vous agissez ainsi, cela doit être pour votre bien, non pour gagner le cœur d'un autre. En reniant votre héritage, vos talents et vos aptitudes personnelles, ainsi que les belles capacités que vous avez, vous ne serez pas plus digne d'être aimé. Cela vous amènera à souffrir et peut-être aussi à recevoir de la pitié, mais cela ne vous permettra pas de conquérir le cœur de votre bien-aimé. Revenez, s'il vous plaît, sur votre décision de prendre le chemin du sacrifice et comprenez que vous pouvez devenir un être merveilleux en étant vraiment vous-même. Il y a de la magie, une forme de magie surnaturelle qui pourrait vous apporter ce que vous souhaitez, mais elle vous coûtera trop cher pour oser seulement l'envisager. S'il vous plaît, écoutez le message de la petite sirène. N'allez pas plus loin. Revenez à votre être véritable et devenez qui vous êtes, pour votre bien et pour celui de votre âme. En plus, peu de temps avant, j'ai vu à la télé la petite sirène et je l'ai revue en rediff, je suis tombée dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a un message pour moi aussi là-dedans. Alors, juste... Alors, ensuite, donc ça, c'est ce qui pourrait se passer pour le mieux, hein, c'est de sortir de sa tour, hein, se libérer et arrêter de se sacrifier, hein, être soi-même. Mais il y a des blocages. Voilà, en plus ça bloque. Quels sont les blocages, hein, pour amener à cette libération-là, à retourner à... Voilà, inverser la magie aussi, hein, redevenir soi-même. C'est l'équilibrage de nos énergies, hein, entre le garçon du jour et la fille de la nuit. C'est l'équilibre, on a du mal à trouver cet équilibre-là en fait, hein. On le voit bien là, elle était à l'envers, donc mal à trouver un peu cet équilibre-là en soi. Tu dois apprendre à être fort la nuit et aussi bien que le jour, car sinon tu ne seras qu'à moitié courageux. Dans ce conte de fées troublant, un garçon capturé par une sorcière est maintenu en captivité dans une tour. À nouveau la tour. Il est autorisé à vivre et à connaître que le jour et vit chaque jour du lever au coucher du soleil. Dans une autre partie de la tour habite une fille, elle aussi prisonnière de la sorcière, et cette fille n'apprend à connaître que la nuit. Elle ne vit que dans le noir, et l'un comme l'autre n'ont le droit de connaître que la moitié de ce que le monde a à nous offrir. Mais quand ils s'échappent et finissent par se rencontrer, ils sont des guides l'un pour l'autre dans les royaumes qui leur sont inconnus, ceux de la nuit ou du jour. Pour ces deux innocents, l'inconnu est terrifiant, mais peu à peu, ils apprennent à avoir confiance l'un en l'autre et laisser l'autre devenir leur guide vers l'inconnu. C'est une histoire pleine d'espoir et très puissante. La jeune femme enseigne au jeune homme que la nuit n'est pas à craindre, ni la lune ni les étoiles. Quant à lui, il aide à se sentir en sécurité, à s'autoriser à ressentir la chaleur du soleil, à voir toutes les couleurs pour la première fois et à entrer dans la lumière. Leur histoire est tellement touchante, tellement équilibrée et symétrique. Le garçon du jour et la fille de la nuit ont tous les deux peur, mais sont tous les deux des héros, à la fois élèves et enseignants. Ils ne pourront être vraiment eux-mêmes ni vraiment courageux
tant qu'ils ne seront pas devenus familiers avec la nuit et le jour, en eux-mêmes, dans le monde et tout au long de leur vie. Alors si cette carte vient à vous, sachez que vous ne pouvez vivre en ayant peur de la lumière. Car la lumière qui veut briller sur vous et vous apporter une vie pleine et radieuse est une lumière de guérison. La chaleur de l'amour, de la joie et du bien-être ne peut rester cachée. Et vous ne pouvez pas non plus vous soustraire à la nuit. Il y aura des moments de calme, de silence et de discrétion, où vous pourrez marcher sans être observé et être un observateur du monde. Vous êtes la lumière et la nuit qui dansent ensemble, à la fois radieux comme le soleil et scintillant comme une étoile. Vous devez aussi équilibrer en vous les aspects masculins et féminins. Il est temps à présent de travailler sur vos peurs, car le moment est venu où vous pouvez enfin vivre dans la complétude, en dépit de tout ce que vous a été enseigné. Donc ça, c'est ce qui bloque, hein. Donc c'est vraiment retrouver cette complétude en soi pour pouvoir être comme réponse. Voilà, la réponse peut sortir pour aller vers son autre, vers son masculin, si elle sort de sa tour, hein. Si elle va vers l'extérieur, hein, de rester vers l'intérieur. Et là, donc ça fait partie des blocages, hein. Toujours dans les blocages, le conte du genévrier, c'est la tromperie, hein. Cette blessure de la tromperie. Ça parlait de guérison avant, de guérir de ses peurs. C'est cette peur qui remonte, la peur de la tromperie. Alors moi, c'est le conte qui m'a le plus ému. Alors, ma belle-mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma sœurette Marlène a recueilli les os jetés, dans son foulard de soie les a noués, avant de les porter sous le genévrier. Cette belle et terrible histoire commence par une femme assise sous un genévrier dans son jardin qui souhaite de tout son cœur avoir un enfant aussi rouge que le sang et aussi blanc que la neige. Ayant le pressentiment que sa mort approche, elle demande à son mari de l'enterrer sous le genévrier lorsqu'elle sera morte. Mais avant cela, son ventre s'arrondit, elle donne naissance à un fils, aux joues rouges et à la peau blanche. Elle le prend dans ses bras, le nourrit avec amour et après, le 3e jour de sa vie de mère, quitte doucement ce monde. Elle est enterrée sous le genévrier et son mari, qui l'aimait tendrement, souffre d'être veuf, mais s'occupe bien de son enfant. À la fin de son deuil, il prend une nouvelle femme qui donne naissance à une fille appelée Marlène. Mais cette seconde femme a beaucoup de ressentiment pour le garçon qui héritera de la maison et de l'argent de son père, qu'elle veut avoir pour elle-même et pour sa fille. Un jour, elle propose une pomme à sa fille et l'envoie jouer dehors. C'est alors que la méchanceté s'empare d'elle et qu'elle appelle le garçon. Son esprit est perverti par la colère et par une haine justifiée à ses yeux contre ce garçon qu'elle voit comme la cause de sa misère future. Elle lui propose une pomme également et lui dit d'aller la chercher dans un coffre qui a un lourd couvercle. Il passe la tête dans le coffre et elle referme le couvercle sur sa douce nuque blanche, lui tranchant le cou. Elle prend ensuite un foulard, puis replace la tête sur le corps du garçon et serre le foulard autour de son cou. Elle demande à Marlène de rentrer à la maison, d'aller réclamer une pomme à son demi-frère, et s'il refuse, de lui flanquer une grande gifle. Marlène demande gentiment une pomme à son demi-frère, mort et n'obtenant aucune réponse, le frappant et fait tomber sa tête. Elle hurle, terrifiée, croyant avoir tué son frère, et court vers sa mère qui lui dit qu'elle va tout s'arranger. Marlène hoche la tête, pleure la mort de son frère, et craint d'être punie, et que son âme soit condamnée par le meurtre qu'elle croit avoir commis. Quand le père rentre à la maison, la belle-mère lui raconte que le garçon s'en est allé quelque temps vivre avec son oncle. Elle sert ensuite à son mari un ragoût préparé avec le corps de l'enfant. Marlène, qui pleure en silence, est elle aussi forcée de manger. Rongée par les remords, elle vole les os de son frère pour les déposer avec ses larmes sous le genévrier. C'est alors qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tandis que Marlène continue de pleurer, un oiseau sort de l'arbre, qui chante la chanson d'un garçon mort entre les mains de sa belle-mère, mais pleuré par sa sœur. L'oiseau s'envole, chante cette chanson à un forgeron, qui lui offre une chaîne en or, tant il est ému par la tristesse de ce conte. L'oiseau s'en va ensuite chanter cette chanson à un cordonnier, qui lui offre des chaussures rouges, et à un meunier qui lui donne une meule. Il revient ensuite au genévrier et chante cette chanson encore et encore. Quand le père sort dans le jardin pour voir quelle créature chante une si belle chanson, la chaîne en or lui tombe autour du cou. Le père rentre à la maison, raconte à tout le monde qu'un bel oiseau lui a donné une chaîne en or.
L'oiseau chante encore, et quand Marlène sort voir si son père dit vrai, les chaussures rouges tombent à ses pieds. Elle sourit pour la première fois depuis la mort de son frère. Et la belle-mère dans la maison est brûlante de fièvre. Une fièvre de colère, de peur, de culpabilité. Elle veut faire taire cet oiseau pour qu'il arrête de chanter la chanson de la vérité. Elle sort en courant pour le trouver et sur sa tête tombe la meule qui réduit ses os en bouillie et l'enterre d'un seul coup, achevant sa vie d'amertume et de colère. Le père et Marlène crient en voyant le nuage de poussière se lever quand la meule tombe. Mais quand il se dissipe, à la place de l'oiseau, se tient un garçon au visage rayonnant de joie. Ils s'embrassent, se racontent leurs péripéties et rentrent à la maison prendre le dîner, tandis que les os et le corps de la méchante belle-mère trouvent enfin le repos sous les branches du genévrier. Si cette carte se présente à vous, vous verrez bientôt que la responsabilité du lourd fardeau que vous portez incombe surtout à d'autres. Vous devez lâcher prise de la croyance sur laquelle tout est votre faute et commencer à comprendre que vous avez bon cœur. Ne perdez pas espoir. Continuez à faire ce qui est juste et compatissant et bientôt, un être cher qui était perdu reviendra vers vous. La séparation que vous avez vécue, la tristesse que vous avez ressentie, que vous ressentez vient de ce qu'un acte malheureux a été commis par un tiers. Faites ce qui est juste et l'amour que vous croyez avoir perdu reviendra. Conte collecté par les frères Grimm. Alors là, alors moi, ce conte, il me fait vraiment frissonner. J'en avais les larmes aux yeux quand je l'ai lu la première fois. Donc voilà, pour les blocages. Hein. Et là, voilà pour les atouts. Les conseils, surtout qu'on nous donne. Alors voilà les conseils. En fait, on nous donnait le choix. Hein, entre deux. Il y a deux cartes, c'est vraiment... J'y vois vraiment le choix entre deux. Alors, le soldat au briquet. Un chien a les yeux aussi grands que des tasses de thé. Un autre des yeux aussi grands que des soucoupes et le troisième, des yeux aussi grands que des tours rondes. Ils sont les gardiens de 3 coffres remplis de pièces. L'un des pièces de cuivre, le deuxième de pièces d'argent et le troisième de pièces d'or. Ils obéissent aux ordres du propriétaire d'un petit briquet, dans lequel se trouve une mèche et une pierre à briquet. Chaque fois que quelqu'un l'allume, les yeux apparaissent pour exécuter. Les chiens apparaissent pour exécuter les ordres qui leur sont donnés. J'imagine les yeux. Un soldat marche le long d'une route. La guerre est finie. Il ne lui reste plus rien que son uniforme et sa marche au pas. Au bord de cette route, il est salué par une sorcière qui lui demande d'accomplir pour elle une tâche. Lui rapporte un briquet enfoui au plus profond de la terre lui rapporter un briquet enfoui au plus profond de la terre en entrant dans le creux d'un chêne magique. En échange, il reçoit un tissu magique sur lequel poser les 3 gardiens pendant qu'il va chercher le briquet. Il a le droit d'emporter autant de trésors que ses poches le lui permettent. Mais quand il voit ce qui protège ces créatures et quand la sorcière refuse de lui expliquer pourquoi le briquet a autant de valeur, il lui coupe la tête et prend le briquet. Ainsi commence sa nouvelle vie, celle d'un homme riche. L'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr, car le soldat n'a pas encore rencontré la princesse ni ordonné au chien d'aller la chercher. Mais le thème central de ce conte est véritablement le choix que fait le soldat pour faire fortune. Il tue. En tant que soldat, peut-être a-t-il fait pire. Il est sans travail, sans salaire et sans le sou. Il voit une opportunité de sortir de cette situation et la saisit. Tout au long de sa route, il fait de bonnes actions, mais aussi de mauvaises. Et à la fin, il a tout ce qu'un jeune homme pourrait espérer. Il a fait fortune, a épousé une princesse et contrôle un trésor magique grâce à 3 chiens magiques. La dernière image du conte est celle de ces 3 créatures en train d'observer le repas de noces. Cette histoire n'est donc pas finie. Les chiens regardent et on comprend qu'il y aura une suite à ces aventures. Comme dans Aladdin, c'est l'histoire qui parle. Cette histoire parle du contrôle exercé sur un trésor magique et de ce qui sera et pourra être accompli pour reprendre le pouvoir que quelqu'un a perdu. Le soldat tranche la tête de la magie en personne, la sorcière, et s'empare de ce qui était peut-être à elle. Le briquet représente le contrôle, la souveraineté et le désir d'obtenir tout ce que vous voulez. J'ai tellement réfléchi à ce conte quand j'étais enfant, pourquoi n'a-t-il pas simplement emporté l'argent avec lui pour démarrer une nouvelle vie? La sorcière aurait-elle
aurait-elle envoyé ses chiens le tuer pour garder son secret? Que sommes-nous prêts à faire pour obtenir ce que nous voulons? Et pour ne pas dévoiler nos secrets? Ça fait écho à la carte de la promesse aussi. Dans ce conte, nous voyons qu'il est parfois dangereux de demander de l'aide. Il l'a été, sans aucun doute, pour la sorcière. Et pour le soldat, il est facile de tuer, tout comme de menacer, comme on le voit tout au long de l'histoire. Quand une personne a à la fois le pouvoir et une richesse infinie, elle peut forcer les autres à exécuter tous ses ordres. Et elle peut même obtenir le trésor le plus privé du royaume, une princesse ainsi qu'un statut royal, car à la fin du conte, le soldat devient roi. L'histoire évoque aussi l'impossibilité d'échapper à son sort, car il y a une prophétie selon laquelle la princesse épousera un soldat, et quels que soient les efforts déployés par les parents pour contrecarrer cette destinée, ce qui a été prédit deviendra réalité. Alors, si vous avez tiré cette carte, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Que vous devez choisir ce que vous ferez et ne ferez pas pour l'argent et le pouvoir. Que l'on vous avancera peut-être une proposition qui vous mettra en danger et qui vous apportera des avantages. Qu'il vous faut parfois exclure certaines personnes de votre vie pour garder un secret. Et que lorsque vous obtenez ce que vous avez voulu, ça ne veut pas dire que personne ne vous voit faire. Car les chiens observent le repas des noces. Il y a toujours des témoins de tout ce que nous faisons. Donc à vous de choisir. Vous pouvez choisir d'être sans pitié. Il semble que vous ne soyez jamais puni. Vous serez toujours. Et s'il semble que vous ne soyez jamais puni, vous serez toujours observé et vous n'aurez jamais l'esprit tranquille. Ou vous pouvez choisir de vivre selon d'autres valeurs. De vivre une vie différente. Mais si vous devenez comme ce soldat, vous devez être prête à accomplir des actes terribles pour obtenir des gains vraisemblablement considérables. Cette histoire est moralement ambiguë. Peut-être n'aurez-vous jamais à subir les conséquences de vos actes. Mais les yeux des chiens seront sur vous et votre âme connaîtra le chemin que vous avez choisi. Cela dit, quelle vie s'offrait à ce soldat? Il était pauvre, chassé par la guerre et avait déjà commis des actes épouvantables. Dans la vie, il y a toujours des choix difficiles à faire. Vous ne pouvez les éviter et certains se font au détriment d'autrui. Vous devez décider si ces choix en valent la peine, s'ils valent le regard éternel des chiens du briquet. Deviendrez-vous plus ambitieux? Et quand en aurez-vous enfin assez? Quand en aurez-vous enfin assez, cher ami? Conte écrit par Christian Andersen. Donc là, c'est vraiment le choix. Hein. Le choix, c'est nous qu'on choisit notre chemin, tout simplement. Hein. On est à la croisée de chemin, c'est nous qu'on choisit. Hein. Le 11, c'est le 1 à 1, c'est le face à face aussi avec soi-même. Hein. Donc, on choisit, même s'il y a des circonstances atténuantes, c'est nous qui faisons le choix. Hein. Et là, bien sûr, de l'autre côté, il y a les faits, la parole. Donc pour moi, c'est vraiment, entre ces deux cartes, c'est les deux cartes conseils. Donc c'est vraiment, d'un côté, on a notre ego et de l'autre côté, on a notre âme aussi. Hein. Donc c'est comment répondre aux désirs de notre âme dans cette incarnation, dans cette matérialité. Ou est-ce qu'on va laisser notre ego agir égoïstement ou est-ce qu'on va, voilà, lui permettre, en se connectant à notre âme, à avoir un ego beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus juste. Alors, 28. Les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Donc là, on voit, hein, elle dit que par rapport aux pistoles, c'est l'argent, hein, que par rapport à l'argent, en fait, les douces paroles ont plus de force. Hein. Donc on a plus de force, si on veut, avec nos pensées aussi, avec notre bienveillance, on a plus de force qu'avec notre malveillance, si je peux dire. Chaque fois que la princesse de ce conte de fées se met à parler, des pierres précieuses sortent de sa bouche. Ici, même les libellules et les créatures magiques l'entourent. Pourtant, déjà parées de leurs dons, dans l'attente de ses paroles, c'est un trésor symbolique que nous offre ce conte, dans lequel un des trois filles est si gentille que bien que ses sœurs et sa belle-mère ne l'aient jamais aimé et ne lui aient jamais dit un seul mot doux, son cœur reste pur et bon envers tous.
Parmi les nombreuses corvées qui lui sont attribuées, elle doit se rendre tous les jours à un puits, puis y chercher l'eau, qui représente symboliquement l'action de puiser dans les souvenirs et dans l'énergie primale. Un jour, une très vieille dame lui demande à boire. Comme elle est bonne, elle plonge la louche dans le puits et verse l'eau douce entre les lèvres séchées de la vieille femme, qui se révèle être une fée. Et cette fée bénit la jeune fille pour sa bonté. À partir de ce moment-là, chaque mot qui sortira de la bouche de cette jeune fille sera accompagné soit d'une fleur, soit d'une pierre précieuse. Cette bénédiction est simplement une représentation de l'essence de la jeune fille et de son âme, que la fée, grâce à sa capacité de voir le cœur des humains, a reconnu et récompensé. Quand la marâtre voit les diamants, les rubis, les roses et les lys sortir de sa bouche, elle la reconnaît comme sa fille pour la première fois. Elle exige de savoir comment elle a pu recevoir tant de richesses. Et quand cette dernière obtempère, sincère comme elle est, la belle-mère envoie une autre fille au puits pour qu'elle reçoive le même don. Mais la fée n'est pas dupe, elle se déguise à nouveau, et tandis que la sœur attend une vieille dame, une splendide reine apparaît qui lui demande de lui servir de l'eau. Au lieu de lui rendre service, la jeune fille lève les yeux au ciel et lui demande de passer son chemin. Bien sûr, la fée récompense cette action. Mais au lieu de rubis, ce sont des crapauds et des vers de terre qui sortiront de sa bouche. La mère tient la gentille sœur pour responsable de ses malheurs et la chasse de la maison. La jeune fille se retrouve alors dans la forêt, où elle rencontre le fils d'un roi, parti pour la chasse, qui lui demande ce qu'elle fait là, si seule et si triste. Lorsqu'elle lui raconte son histoire, il chérisse non seulement les pierres précieuses qu'il voit apparaître devant lui, mais aussi la beauté de la jeune fille, son honnêteté, sa grâce et sa dignité. Bien sûr, l'histoire se termine par le mariage du prince avec cette fille, si riche de beauté, de gentillesse, d'intelligence, de douceur et d'éloquence. Et la sœur qui parle avec tant de cruauté et de méchanceté meurt d'une triste mort. Ce conte est une histoire sur les apparences, sur les bonnes manières et la bienveillance pour tous. Il nous montre que surtout quand nous n'avons aucun avantage à faire ce qui est juste, il est important de le faire. Si cette carte se présente à vous, c'est qu'il est essentiel pour vous d'observer vos pensées, de les modifier, de vous exprimer avec des paroles de toute beauté. Cela ne veut pas dire que vous devez flatter ou céder aux mensonges, mais cela signifie qu'il est important de trouver la beauté en vous-même, dans le cœur des autres, dans le monde et dans chaque situation, que vous vous exprimez avec beauté et à partir de cette beauté intérieure. Pour cela, nous devons transformer la laideur et la perversion qui viennent de notre esprit et nous débarrasser des toxines issues des laides pensées, de ces pensées qui peuvent nous empoisonner de l'intérieur. On retrouve le poison de la pomme. Cette carte vous dit que si quelqu'un semble posséder ce que vous désirez, vous ne pouvez pas tout à coup le créer. Vous devez d'abord travailler sur les couches profondes de vos pensées et avec le temps, quand vous aurez travaillé sur votre esprit, votre conscience et votre énergie, vos paroles et l'énergie qui émaneront de vous seront comme les pierres précieuses qui sortent de la bouche de la princesse. Elles seront la preuve matérielle de la grande beauté qui est en vous. Mais si vous y opposez des résistances, si vous refusez de travailler d'abord à un niveau plus profond, vous ne trouverez jamais les paroles justes. Et les poisons que vous n'aurez pas enlevés de votre esprit et de votre cœur finiront par se répandre dans le monde à travers vos paroles et vos actes. Nettoyez-vous, travaillez sur vous, et la beauté que vous aurez à offrir au monde émanera de vous aussi, naturellement que la pluie tombe de nuages et avec autant de perfection que le lever du soleil. Donc ça fait vraiment écho avec l'autre carte, donc c'est vraiment impressionnant d'avoir eu ces deux cartes ensemble dans les conseils. Donc on choisit, d'être trop égoïste, ou on choisit d'être généreux, mais généreux du cœur. Vraiment. Sans contrepartie, sans aucune attente. Donc où on fait parler notre âme, notre être, on se reconnaît à notre être féerique, et tout en sachant que grâce au pouvoir de l'intention, de la pensée et la loi de l'attraction, cette magie de l'univers, on pourra avoir l'abondance de ce que l'on désire aussi. Qu'il y a d'autres manières d'obtenir les choses que par la violence, que par la force, que par la soumission, ou par le pouvoir, par la manipulation. Ça me fait vraiment penser à la manipulation, tout cela. Les barbes bleues et tout. Donc ça résonne pas mal, voilà. Et après, voilà, il y avait d'autres cartes et je poursuis avec les cartes qu'il y avait dessous, parce que j'ai un peu de temps.
il y avait le chaperon rouge qui parle de rite de passage. Donc on est en rite de passage là. Voici un des contes, ne quitte pas le sentier. Voici un des contes de fées les plus évocateurs et les plus psychologiques qui soient. La cape rouge, le chemin à travers bois, la nourriture et les fruits apportés à mère grand, le loup et la tentation de tromperie. Le petit chaperon rouge est une histoire d'initiation à la vie adulte, à la vie de femme, une histoire de passage à l'âge adulte, violente, sombre et sanglante. Car dans ce conte, la cape rouge représente la maturité de la jeune fille. On parle de maturité, on revient à boucle d'or là aussi. Faire preuve de maturité, donc on change de cycle aussi, on passe à un autre cycle. Car dans ce conte, la cape rouge représente la maturité de la jeune fille. C'est le sang qui coule à présent de son utérus, indiquant qu'elle a quitté le stade de l'enfance, tout au moins physiquement. Mais elle est attachée à sa famille. Son amour et son attention pour sa grand-mère passent avant tout, et elle entreprend un voyage à travers la forêt sombre et sauvage, revêtue de sa seule cape rouge, sa cape de matador, son bouclier qui est autant une invitation qu'une protection. Le loup représente toute créature qui ait jamais espéré s'attaquer à l'innocence. Il sollicite son amitié, la prépare à devenir sa victime et fait tout ce qu'il peut pour faire tomber ses soupçons en usant de ses charmes et de ses paroles faussement rassurantes. Encore des fausses paroles, hein? Une fausse attitude. La route vers la maison de Mère Grand symbolise la route de la vie de cette jeune fille, le chemin vers l'âge avancé qu'elle atteindra peut-être. C'est un conte sur les dangers d'être femme, sur les dangers du monde imprévisible de la nature, sur la nature prédatrice de certains hommes. On en revient à Barbe Bleue aussi, hein, qui traquent et préparent leurs victimes potentielles. C'est un conte puissant, très puissant. La nature sauvage du petit chaperon rouge en est-elle, car elle aussi est un être de passion et de désir, et elle entre dans une période de sa vie où elle va l'exprimer. L'innocence est une qualité que le monde peut ressentir et essayer d'exploiter. La nature prédatrice d'innombrables humains est mise aussi au grand jour. Cet instinct des hommes comme des femmes qui les pousse à vouloir dévorer les autres. En fin de compte, cette histoire nous dévoile une vérité, que certaines personnes, et non certains loups, ne sont pas ce qu'elles paraissent, ne sont pas ce qu'elles disent être, et que même leurs actes peuvent être trompeurs et manipulateurs. Ceux en qui nous plaçons notre confiance sont peut-être en train d'entretenir notre amitié dans le but de nous faire du mal. Et c'est cette confiance innocente que l'on donne aisément qui peut nous rendre très vulnérables sur le chemin de vie que nous parcourons pour aller livrer les douces récompenses à notre être mûr. Si nous voulons devenir un aîné, une aînée, nous devons apprendre à distinguer ceux en qui nous pouvons avoir confiance de ceux dont nous devons nous méfier. Dans une des premières versions du conte par Charles Perrault, nous apprenons que la marche à travers bois dure toute notre vie. On exige souvent de nous de rester sur le chemin, de ne pas céder à notre capacité à devenir sauvage ou même à nuire. Nous comprenons donc que le conte nous conseille seulement d'éviter non seulement les prédateurs, mais aussi notre nature prédatrice. Alors, si cette carte se présente à vous, faites très attention aux personnes auxquelles vous accordez votre confiance et concentrez-vous sur votre but. Vivre longtemps, atteindre l'âge mûr, être récompensé. Le but, hein. Cette carte vous demande également d'être conscient de votre propre tendance à être distrait, à vous divertir, à perdre de vue votre chemin et même à profiter des autres. Tentation, hein. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Nous avons tout cela en nous. Donc, pour l'instant, prenez garde à ce en quoi vous placez votre confiance. Ne cédez pas aux tentations de devenir un loup. Et pour l'instant, restez sur le chemin, celui qui fera émerger le meilleur de ce qui est en vous. Car notre chemin de vie est long, si nous avons de la chance. Et la route vers l'âge avancé est toujours pleine de dangers. Restez en sécurité. Et sachez que les paroles et les actes ne nous disent pas tout sur ce que nous rencontrons au cours de notre vie. Votre instinct sera de bons conseils. Ne laissez personne vous retarder ou vous divertir. Rappelez-vous qui vous êtes et où vous allez. Donc ça résume bien aussi et le chat botté.
la présence de l'esprit. Donc ça peut bien faire penser le chaperon rouge à l'énergie yin, hein, aussi, puisque enfin, au féminin et au masculin celui-ci. Hein. C'est le fameux conte sur les amitiés et les cadeaux qui sont en apparence insignifiants, mais qui nous offrent en réalité de nombreux prodiges. Car le chat botté est le seul bien dont notre jeune héros hérite de son père, tandis que ses frères reçoivent apparemment beaucoup plus. Mais en vérité, ce patrimoine représente tout ce que ses frères ont reçu, et même beaucoup plus. Car le chat est déterminé à utiliser son intelligence et son charme hors du commun pour élever le garçon au statut princier. C'est littéralement un conte sur l'ascension sociale. Et tout ce que le garçon doit faire est de suivre les instructions de l'animal. Sur bien des aspects, ce conte est moralement ambigu. Le chat botté ment, joue des tours, dupe et séduit pour atteindre son but, mais il sauve aussi la vie de son maître, à de nombreuses reprises. Alors pour moi, ce conte suggère qu'il y a entre eux une relation plus profonde, et que ce chat rusé, qui porte des bottes, qui parle et pense plus vite que tout, est véritablement le guide du garçon. Tout ce que ce dernier acquiert, il le doit au chat botté. Et puis, le conte ne suggère jamais qu'il faille se racheter pour avoir acquis une position, une réputation et des richesses par la ruse, plutôt que par le travail. Si vous avez reçu cette carte, regardez donc autour de vous et prenez conscience des cadeaux que vous avez reçus. Il vous semble peut-être extrêmement humble. Qui hériterait donc d'un chat? Mais si ce chat était l'être le plus sage et le plus intelligent qui existe. Ce conte nous souffle également de respecter la sagesse du monde naturel, qui n'a aucun remords à utiliser l'intelligence, le camouflage et les techniques de chasse pour vivre et prospérer. La nature ne juge pas le chasseur et ne considère pas le papillon malhonnête parce qu'il se fait passer pour une fleur ou pour se protéger. Découvrez autour de vous les signes que vous envoie la nature, et plus particulièrement ce que vous envoient les animaux vers lesquels vous êtes attirés, ou dont vous vous sentez proche. Ils sont vos alliés, et leurs messages peuvent vous aider à accomplir de grandes réalisations. Cette histoire est immorale, et elle est parfois critiquée pour cette raison. Mais son immoralité est précieuse, car elle nous amène à nous questionner: que pourrais-je faire pour aller de l'avant, pour aller plus haut? Quelles sont les ficelles du monde? Le chat botté sait-il tout bonnement comment le monde fonctionne? Le chat botté sait-il tout bonnement comment le monde fonctionne et met-il simplement tout son savoir et ses stratèges au profit du garçon, sans velléité de rémunération? Car il semble que le chat botté prenne plaisir à utiliser son intellect dans tout ce qu'il fait. Et à quel moment la ruse et la politique sont-elles de précieux outils? Le chat botté est un grand diplomate, un sauveur rusé, une créature appartenant à deux mondes, dont le charme s'avère extrêmement utile et dont la loyauté est incontestable. Si cette carte se présente à vous, cela signifie sans contexte qu'il est temps pour vous d'employer des ruses, d'utiliser votre génie et de faire appel à votre intelligence pour aller au-devant des opportunités, au lieu d'attendre qu'elles viennent à vous. Passage à l'action, dont l'énergie yang, mais c'est voilà, le chat botté quand même inspiré, je dirais, il fait partie des deux mondes, c'est un intuitif, c'est un chat, il suit son intuition, et surtout, comme les chats, il sait observer, en fait, c'est un grand observateur, donc il observe vraiment tout, donc il sait observer les failles des autres aussi, puis c'est surtout observer le bon moment pour agir, tout simplement, et saisir la bonne occasion, saisir la bonne opportunité. Et suivez cette carte, voilà, qui pour moi peut réunir le tout, avec à l'envers. Donc peut-être encore bloqué, la vérité, mais on va vers cette vérité-là. Avec 44, le chiffre des anges, pour une pincée de sel. Donc là, on voit tout simplement, pour moi, avec le rose autour, c'est l'amour inconditionnel déjà. Donc cet amour inconditionnel, une fois qu'on est déjà dans sa complétude, qu'on est en harmonie avec soi-même, son masculin, son féminin, qu'on est dans sa vérité. Alors,
Quand le roi demande à chacune de ses filles comment elle l'aime, elle se hâte toutes trois de répondre. Autant que mes yeux, répond l'aînée. Autant que mon cœur, dit la cadette. Et la Benjamine de déclarer oh, oh, autant que j'aime l'eau et le sel. Le vieux roi, qui est fier et vaniteux, entre dans une fureur si grande qu'il exige qu'on tue sa plus jeune fille pour un tel manque de respect. Il appelle le bourreau et ordonne à cette pauvre âme d'amener avec lui la jeune fille et de lui rapporter son cœur tant qu'il est encore chaud. Les deux sœurs suivent le bourreau et n'ont aucun mal à le persuader de tuer un petit chien à la place de la princesse. Elles cachent ensuite leur petite sœur loin, très loin du palais, dans une grotte sombre et froide, tandis que le bourreau rentre au palais avec le cœur du petit chien et la robe déchirée de la princesse. Le roi cache sa peine dans sa fierté et offre des cadeaux à ses deux premières filles pour leur montrer qu'il est un homme bon. Mais la plus jeune princesse quitte sa grotte tous les jours, se rendant dans la forêt pour y cueillir des baies et ramasser des noix. Au cours d'un de ses périples, elle rencontre un magicien qui l'amène avec lui dans le royaume le plus proche. Et quand le prince de ce royaume la voit, il l'aime. Et elle l'aime aussi. Ils font le vœu de ne s'aimer que l'un l'autre pour toujours. Un jour que les rois des pays alentours sont invités à un grand festin, de mets raffinés sont servis à chacun. Seul l'un d'eux ne reçoit ni sel ni eau, dont il a pourtant besoin pour se laver, pour manger, pour boire et pour étancher la terrible soif qui le ronge. Or, le chagrin qu'éprouve ce roi pour avoir tué sa fille avec tant de cruauté, en proie à tant de colère et de vanité, est si profond et si réprimé qu'il commençait déjà à le rendre fou. Mais à ce festin, la folie du roi s'amplifie encore, tant il a besoin de sel et d'eau. La jeune fille observe son père incapable de manger, refusant le vin, le visage déformé par la détresse. Elle se lève alors et sa voix claire retentit jusqu'au bout de la grande pièce. « Écarte ta peine de tes yeux, père, et regarde-moi. Tu m'as fait tuer parce que je t'ai dit que je t'aimais autant que le sel et l'eau. À présent, tu comprends ce que c'est de manger sans sel et sans eau. » Quand son père se roi si fier, voit la jeune femme, la pauvre, la personne honnête qu'est sa fille, sa fierté se brise et tout le chagrin qu'il avait enfoui en lui se déverse. Il commence à sangloter, laissant couler ses larmes le long de son visage. Ces larmes faites de ce qu'il y a de plus vrai dans ce monde, de sel et d'eau. Il connaît enfin le goût de la vérité, comprend que c'est elle qu'il aime le plus, qu'il aime le mieux, et qu'elle sait ce dont on a vraiment besoin pour vivre. À partir de ce jour, plus jamais, au grand jamais, ne tuera-t-il par fierté. À partir de ce jour, plus jamais, au grand jamais, ne tuera-t-il par fierté. Il a été brisé par le chagrin, mais il a appris que la vérité et la bonté valent mieux que tous les éloges obséquieux du monde. Il devient meilleur roi, un bon père et un homme sage, enfin pour le bien de tous ceux qui vivent sur toutes les terres où se raconte cette légende. Cette carte vous informe que la parole vraie, la vérité simple, est souvent punie. Il se peut que vous soyez puni pour avoir dit ce qui est vrai, mais avec le temps, vous verrez que cela en valait largement la peine, car le temps de plaire et de réconforter est terminé. Dire ce qui est et en expliquer les raisons est sans doute ce qui vous permettra le mieux de guérir votre entourage à présent. Soyez simplement assurés que plus tard, la vérité sera récompensée. À court terme, vous allez payer pour vos paroles, mais chaque moment de désagrément en vaudra la peine. Alors la carte était à l'envers, ça peut peut-être vouloir dire que pour l'instant, c'est pas peut-être pas pour l'instant il vaut mieux taire cette vérité, mais en tout cas il va falloir la libérer à un moment donné, cette vérité. Cette vérité qui est enfouie, il va falloir la libérer, il va falloir dire la vérité, notre vérité, être dans sa vérité, respirer cette vérité, exprimer cette vérité, voilà, de tout notre port, voilà, de tous nos ports, tout simplement, être qui on est dans notre vérité. Mais voilà, le fait la carte soit à l'envers, c'est peut-être qu'il y a du retard dans l'expression de cette vérité, voilà, puisqu'il y a beaucoup d'autres jeux, voilà, pour l'instant, on est encore en gestation et c'est pas le moment pour l'instant. Mais ce temps-là va venir. Il est en train de couver, ce sont des cartes dessous le deck, donc c'est en train de couver et on va vers cela. On va vers cette vérité.
On va vers le lever de voile sur la vérité. Bon, ben voilà, cette deuxième partie de la vidéo pour cet oracle qui, j'espère, vous a plu autant que moi. Voilà, qui vous a bien fait résonner, qui a réveillé votre enfant intérieur. Bien entendu, ça risque d'avoir réveillé aussi certaines blessures, hein, certaines peurs aussi enfouies. Mais c'est pour les guérir, hein, c'est pour mieux les guérir. Voilà, c'est un mal pour un bien. Et je vous dis, je vous quitte voilà, sur des bons baisers. Namasté.